Alors, parmi les frameworks qui sont connus, il y a Spring MVC. Donc, Spring MVC, c'est un framework qui permet de développer, de créer des applications web basées sur Spring Framework. Alors, je vais vous montrer maintenant comment travailler avec Spring MVC. Regardez, c'est très simple. Si vous travaillez avec Spring MVC, eh bien, tout simplement, Spring MVC, il va vous donner une servlette qui est déjà faite, qui s'appelle Dispatcher Servlet. Oui, donc Dispatcher Servlet, c'est une servlette qui est fournie par le framework. Ce n'est pas à moi de la développer, ça c'est fait. C'est Spring qui l'a fait. Et bien, ce Dispatcher Servlet va jouer le rôle de ce qu'on appelle un contrôleur frontal. Un contrôleur frontal. Ça veut dire quoi? Toutes les requêtes HTTP envoyées, ils vont passer via Dispatcher Servlet. Ça, c'est pas à vous de le faire. Dès que vous créez un projet Spring Boot avec Spring MVC, eh bien, il y a toujours Dispatcher Servlet. À chaque fois que vous envoyez une requête HTTP vers le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait Dispatcher Servlet? Il fait appel à une méthode qui se trouve dans une classe qui s'appelle le contrôleur. Et c'est quoi le contrôleur? Ben, c'est une simple classe Java que vous créez dans laquelle vous mettez des méthodes. Par exemple, action 1, action 2. Alors, quand vous tapez http localhost /action 1, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que Dispatcher Servlet va exécuter la méthode action 1. Quand vous tapez /action 2, Dispatcher Servlet va faire appel à la méthode action 2. Donc, c'est-à-dire, Dispatcher Servlet, il reçoit la requête HTTP, il va regarder l'URL, en fonction de l'URL, il appelle une méthode spéciale qui se trouve dans le contrôleur. Et bien, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers il fait les traitements, il va faire les traitements, il récupère les résultats, et puis ces résultats-là, il va les stocker dans le modèle. Maintenant, le travail du contrôleur est terminé. Vous voyez, donc si vous voulez, le contrôleur, il fait trois choses. Je récupère les données, n'est-ce pas? Je récupère les données, je fais les traitements, je récupère les résultats, et je stocke le résultat dans le modèle. Et son travail est terminé, maintenant, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner le nom de la vue. Il va retourner le nom de la vue à Dispatcher Servlet. Et Dispatcher Servlet, lui, il va faire appel à la vue. N'est-ce pas? Alors, vous voyez donc, c'est quoi ça? Faire appel, ça peut être soit un forward, soit une redirection. Alors, il y a des situations dans lesquelles on va utiliser des forwards. Il y a parfois des situations dans lesquelles on va utiliser une redirection. Alors, ici, donc, on appelle la vue. La vue, qu'est-ce qu'elle fait? Il va récupérer les données les résultats à partir du modèle. Et puis, il va générer du HTML qui va être envoyé vers le client. C'est-à-dire, on va toujours rester dans la même organisation. Ça, c'est MVC. MVC. Sauf que ce C-là, le vrai C, c'est celui-là. C'est-à-dire, je ne vais pas le développer. C'est-à-dire, il est fourni par le framework. Et moi, je vais créer ce qu'on appelle des contrôleurs secondaires. Bon, c'est des sous-contrôleurs. C'est-à-dire, bon, c'est des simples classes dans lesquelles je crée des méthodes qui contiennent les traitements. Donc, mon travail maintenant, ça revient à quoi? C'est de créer des contrôleurs et des vues. OK? Alors maintenant, pour les vues, vous pouvez travailler avec JSP. Mais ce n'est pas pratique. Donc JSP, c'est mauvais. Pourquoi JSP, c'est mauvais? Parce que si vous travaillez avec JSP, vous avez deux grands inconvénients. Le premier, c'est que vous allez créer des pages JSP dans lesquelles vous allez mélanger des codes Java avec des codes HTML. C'est comme vous faites avec PHP. Vous mélangez à chaque fois que vous voulez passer à PHP, vous ouvrez les trucs là PHP. Et si vous voulez encore passer à HTML, Java. Et pour un web designer, c'est pas bon. Donc pour créer des vues, ça serait bien d'avoir quelque chose qui contient que du HTML. OK? Donc JSP, c'est pas bon d'un côté. De l'autre côté, JSP, c'est une servlette. C'est-à-dire, même si vous créez une page JSP, il doit être converti en servlette. Bon, une servlette, c'est une classe Java. Et bien, ça veut dire que c'est difficile de créer ce qu'on appelle un cache dans lequel on va cacher des réponses. Et donc, du coup, JSP, c'est pas pratique. Alors, pour ne pas utiliser JSP,
on va utiliser ce qu'on appelle des template engine. C'est-à-dire les moteurs de template. Alors, parmi les moteurs de template qu'on peut utiliser dans les applications Spring MVC, vous avez, par exemple, TeamLeaf. Alors, TeamLeaf, c'est un moteur de template qui permet de faciliter la génération du code HTML, côté serveur. Alors, TeamLeaf n'est pas le seul. Il y a également Java Template Engine. Bon, ça, c'est un moteur de template également qui génère du HTML. Il y a FreeMaker, Groovy. Il y a plusieurs moteurs de template qu'on peut utiliser. Et donc, pour les gens qui ont travaillé avec .NET, alors dans .NET, il y a un moteur de template qui est utilisé. Ça c'est pour .NET. Que vous utilisez, qui s'appelle Razor. Razor, c'est un moteur de template qui vous permet de créer des vues CS HTML, c'est-à-dire dans lequel on mélange C# et du HTML. Pour les gens qui ont travaillé avec, par exemple, Symfony, il y a un moteur de template qui s'appelle Twig. Twig, c'est un moteur de template. Dans Node.js, il y a d'autres moteurs de template comme Jade, etc. C'est-à-dire, généralement, tous les frameworks que vous utilisez, si vous voulez générer du code HTML côté serveur, il vous faut poser la question. Quel moteur de template que je vais utiliser pour faciliter la génération du code HTML? Alors, dans notre cas, en tout cas, on va utiliser dans un premier temps TeamLeaf. Et par la suite, je vais vous montrer comment travailler avec JTE. Parce que ce moteur de template, il vient d'être intégré à Spring, c'est nouveau. Et ce moteur de template, il présente vraiment des avantages aussi, donc c'est bien de le voir. Alors maintenant, si vous voulez voir maintenant l'architecture globale, vous allez avoir ça. Donc ce slide-là, il résume à peu près comment fonctionne Spring MVC. Regardez bien. Alors, supposons que je voudrais créer une application qui permet d'afficher la liste des produits. J'ai une liste de produits dans un tableau. Qu'est-ce que je vais faire? J'envoie une requête HTTP get/index. Ma requête, il arrive vers quoi? Il arrive vers Dispatcher Servlet. Dispatcher Servlet, il fait appel au contrôleur. Alors, dans Spring MVC, c'est quoi un contrôleur? Un contrôleur, c'est une classe Java. C'est une classe Java dans laquelle on utilise la notation contrôleur. Donc, si... Pardon. Donc, si vous voulez qu'une classe, si vous voulez créer un contrôleur, donc vous créez une classe Java qui utilise la notation contrôleur. OK? Et à l'intérieur de cette classe, vous allez créer des méthodes. Ici, donc, je vais créer une méthode que je vais appeler liste produit. Alors maintenant, la question, quand est-ce que cette méthode va s'exécuter? Eh bien, cette méthode va s'exécuter quand on envoie une requête HTTP avec la méthode get. Vers quelle path? /index. Comment je vais dire ça? Avec cette annotation. Vous voyez donc juste dans la méthode list produit, j'ai la notation get mapping. Ici, vous avez /index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand une requête HTTP est envoyée avec get, avec le path /index. Ici. Quand j'envoie une requête avec get vers /index, cette méthode va s'exécuter. C'est-à-dire, Dispatcher Servlet fait appel à cette méthode. Et dans cette méthode-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la liste des produits à partir de la base de données. Alors, c'est pour cela j'ai besoin d'utiliser l'interface produit repository. Donc, si vous travaillez avec Spring Data, ça veut dire que dans votre couche métier ou bien votre couche DAO, vous avez une interface produit repository qui contient les méthodes C, find all, find by, donc tout ce qu'on a déjà vu. Et bien, je vais utiliser cette interface Spring Data, produit repository, et après, j'ai besoin de faire l'injection des dépendances. Donc, je vous rappelle que pour faire l'injection des dépendances, avec Spring, vous avez soit vous pouvez utiliser la notation AutoWired,
Donc, la notation auto-wired placée sur un attribut, ça signifie tout simplement faire l'injection des dépendances. Ou bien, on peut utiliser un constructeur avec paramètres. Donc, ici, auto-wired, ou bien utiliser un constructeur. Alors, ici, donc, j'utilise auto-wired. Alors, maintenant, une fois que cette méthode s'exécute, donc, vous voyez, donc, le contrôleur fait appel à cette méthode. Et bien, dans cette méthode, je vais récupérer la liste des produits. Pour récupérer la liste de tous les produits, donc, je vais utiliser produit repository.find all. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire les traitements. Je fais appel au traitement, je vais vers la base de données, je récupère des résultats. Finalement, les résultats, c'est la liste des produits, n'est-ce pas? Alors maintenant, ces résultats-là, où est-ce que je vais les stocker? Dans le modèle. Et pour utiliser le modèle avec Spring MVC, il suffit de déclarer un objet de type modèle. Et dans le modèle, je vais ajouter, vous voyez donc modèle.addAttribute, je vais ajouter un attribut qui s'appelle liste produit. Et dans la valeur, c'est quoi? C'est la liste des produits. Donc maintenant, je viens de stocker les résultats dans le modèle. Donc si vous vous rappelez MVC, V, C et M. Vous voyez donc, j'envoie une requête vers le contrôleur. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au traitement, il appelle la couche métier, il récupère les résultats. Alors pour moi, les résultats ici, c'est la liste des produits, liste. Et puis maintenant, on va stocker les résultats dans le modèle, ça. Donc ici, j'ai la liste des produits dans le modèle. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais retourner la vue. Donc vous voyez, donc ici, donc, je vais informer la vue. Ben, la vue, maintenant, la vue, il va tout simplement, jusque-là, je retourne la vue, je la retourne vers Dispatcher Servlet. Et Dispatcher Servlet va faire appel à la vue. Mais cette vue-là, c'est pas JSP. C'est qui va traiter cette vue? C'est le moteur de template, TeamLeaf. Donc ça veut dire que le Dispatcher Servlet fait appel à TeamLeaf, qui est le moteur de template, et c'est TeamLeaf qui va traiter cette vue. .html. Et maintenant, dans cette vue HTML, si vous voulez créer une vue basée sur TeamLeaf, c'est très simple. Il suffit de créer une page HTML dans laquelle vous déclarez cette librairie-là de TeamLeaf sous forme d'un namespace. Alors le préfixe ici c'est th. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et bien tout simplement, dans la vue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher cette liste. Je vais faire une boucle pour chaque produit. Chaque produit, je vais le mettre dans une ligne HTML. Chaque produit, je vais l'afficher dans une ligne HTML. Et pour faire ça, donc, je vais utiliser tr. Vous voyez ici, vous avez th each. Alors, c'est quoi th? C'est TeamLeaf. Th, c'est TeamLeaf. Each, ça veut dire quoi? Ça veut dire for each. For each, c'est une boucle. C'est comme si vous êtes en train de demander à TeamLeaf, fais-moi une boucle pour me générer plusieurs lignes, plusieurs TR. For each quoi? Pour chaque P, de quoi? De liste produit. Alors c'est quoi liste produit? C'est ça. Donc automatiquement TeamLeaf, il va vers liste dans le modèle. Donc vous voyez donc ici TeamLeaf, il va vers le modèle. Il va récupérer la liste, les et après, il va générer un rendu qui s'affiche. Et bien, il fait tout simplement la boucle. Pour chaque P de la liste des produits, je vais créer plusieurs colonnes. Et chaque colonne, je vais mettre TD. Entre TD et /TD, je vais afficher un texte. C'est pour cela que j'utilise ici TH-texte. Qu'est-ce que je vais afficher? C'est P. Alors, c'est quoi P? C'est produit. Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est ID. Et là, j'affiche désignation, prix, quantité. Donc, vous voyez donc, TeamLeaf, quand il va lire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des boucles. Pour chaque produit, il va me générer des lignes, mais à la fin, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il me génère le HTML. Ce qu'il va générer là, c'est du HTML pur. Est-ce que ça, c'est du HTML pur? Non. Ça, la forme d'un HTML.
Mais si vous envoyez ce HTML directement au navigateur, votre navigateur ne va rien comprendre. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce que c'est each. C'est Teamleaf qui va comprendre ce que c'est each. Donc c'est Teamleaf qui va faire des boucles et qui me génère le vrai HTML. Donc c'est Teamleaf qui génère le HTML qui va être envoyé vers le navigateur et qui va s'afficher directement ici. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Pour les autres? Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair, mais j'ai une question. Oui. Le modèle ici, c'est général ou bien le modèle produit? Le? Vous avez un modèle dans, Oui. dans le paramètre ici. Oui, ici. Le bon modèle ici, Oui. c'est la classe produit ou bien c'est un modèle général? Non, c'est un modèle général fourni par Spring MVC. Oui, maintenant le mon modèle c'est dans un namespace là-bas. Voilà, alors donc le modèle, c'est-à-dire pour vous, vous n'aurez pas besoin de... Le modèle, pour Spring MVC, le modèle c'est un objet de type map, ça, dans lequel vous pouvez ajouter des attributs. Par exemple, ici je vais stocker la liste des produits, et c'est à vous de stocker dans le modèle ce que vous voulez, votre propre modèle si vous voulez. D'accord. Donc ça c'est un modèle général, mais dans lequel vous stockez les données que vous voulez. On a même de données pour produire, pour catégorie, Exactement. pour n'importe quelle chose. Tout à fait. Et les stocker. Tout à fait. Allô, monsieur? Oui. Une petite question, mais est-ce que ce modèle est vidé après la requête ou ça reste? Alors, c'est pas uniquement le modèle qui est vidé. Dès que vous donnez la réponse, quand vous envoyez une réponse HTTP, dès qu'on donne la réponse, eh bien tout simplement, c'est-à-dire le modèle disparaît, parce que c'est le scope d'un modèle, c'est request. Le modèle disparaît, c'est-à-dire cette vue-là, c'est vrai, et Teamleaf, il va la garder dans le cache. Et donc, ce qui fait que le modèle son scope, c'est request. Dès qu'on donne la réponse, on oublie un peu, bien sûr, toutes ces données-là. D'accord, merci. Alors, donc, vous voyez, donc ça, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est comme ça que ça marche Spring MVC. Alors maintenant, si vous travaillez avec ce modèle, comme ça, c'est-à-dire cette architecture, est-ce que ça, c'est un rendu HTML côté serveur ou bien c'est un rendu HTML côté client? Le côté serveur. Tout à fait. Alors, ça, c'est un modèle rendu HTML côté serveur. Ça veut dire que le client envoie la requête, request, le serveur fait les traitements et à la fin, qu'est-ce qu'il me génère? Du HTML. Et si vous utilisez Teamleaf, ça veut dire que vous générez le code HTML côté serveur. Qu'est-ce qui génère le code HTML? C'est côté serveur avec Teamleaf. Donc, Teamleaf, c'est le moteur de template. Ça veut dire que si vous travaillez avec un rendu HTML côté serveur, côté client, est-ce que vous aurez besoin d'utiliser un framework JavaScript? Non. À la rigueur, vous n'avez même pas besoin, vous faites rien côté client, parce que tout se fait côté serveur. Côté client, on va juste cliquer, l'utilisateur il clique, on envoie la requête et on reçoit du HTML. Alors maintenant, si vous voulez travailler avec le rendu HTML côté client, voilà ce que vous allez faire. Si vous voulez travailler avec le rendu HTML côté client, regardez, votre contrôleur devient ce qu'on appelle un REST controller. C'est-à-dire votre contrôleur, il devient ce qu'on appelle un web service. Vous voyez donc à la place de contrôleur, on va utiliser REST controller. Et le reste, c'est la même chose. Regardez, quand j'envoie une requête get/produit, cette méthode va s'exécuter. Et quand il s'exécute, on va récupérer la liste des produits. Et quand je récupère la liste des produits, regardez ce que je vais retourner. Est-ce que je retourne la vue? Non. Je retourne directement la liste, les résultats. Et ces résultats-là, automatiquement, Dispatch Servlet, il va les envoyer en format JSON. C'est-à-dire que cette fois-ci, le client, il reçoit les données JSON. Ici. Alors maintenant, si côté client, que vous aurez besoin d'utiliser un moteur de template. Si côté navigateur,
que vous aurez besoin d'un moteur de template qui va prendre ces données JSON et de les afficher au format HTML. Parce que finalement, l'utilisateur, lui, il ne voit pas du JSON. Qu'est-ce qu'il voit à la fin? Il voit toujours du HTML. Et donc, si vous voulez générer des codes HTML côté client, vous aurez besoin d'utiliser un framework JavaScript. Donc, c'est là où vous aurez besoin d'utiliser soit Angular, soit React. Si vous travaillez avec Angular, vous allez avoir un moteur de template qui ressemble à TeamLeaf, comme ça. C'est-à-dire tout simplement ce que vous faites là avec TeamLeaf, vous allez le déplacer ici. Mais avec Angular, vous n'allez pas utiliser TeamLeaf, vous allez utiliser quelque chose ng each, for each, ngIf, etc., des choses comme ça. C'est-à-dire, vous faites à peu près, parce que Angular, il utilise un moteur de template qui est basé purement sur du HTML. Ceux qui travaillent avec React, le moteur de template React, il mélange entre JavaScript et HTML. Vous écrivez du HTML, du JavaScript, mais avec du HTML. C'est ce qu'on appelle le JSX. Ceux qui travaillent avec... donc, chaque moteur de template a son propre moteur, plutôt, a sa propre syntaxe. Mais l'essentiel, le plus important pour vous, c'est déjà de savoir, c'est que quand vous êtes devant une application web, même si vous êtes un utilisateur, soyez toujours curieux de dire, est-ce que ça, c'est un rendu HTML côté serveur ou bien un rendu HTML côté client. Parce que même la sécurité des applications web va dépendre, est-ce que c'est un rendu HTML côté client ou bien côté serveur. Donc ça, c'est des choses qu'on va traiter bien sûr après. Il y a la partie sécurité qu'on va traiter la semaine prochaine. Et donc, il faut comprendre ça. Bon, mais nous, dans un premier temps, nous allons travailler d'abord avec le rendu HTML côté serveur. Ce n'est pas le moment d'étudier un framework JavaScript, ni Angular, ni React. On va supposer qu'on veut faire tout avec Spring, c'est-à-dire on génère toute l'application côté serveur avec TeamLeaf. Mais après, on va étudier le framework Angular et nous allons voir comment créer une application avec un rendu HTML côté client. Alors, l'exemple d'application sur lequel on va travailler, donc on va créer il y a une activité pratique dans laquelle vous avez trois parties. Il y a une première partie dans laquelle on va essayer d'afficher une liste de patients. On va faire la pagination. Et puis, on va faire la suppression, on va ajouter des liens pour supprimer. Ça. Avec des liens pour supprimer, éditer. Et dans la deuxième partie, on va voir comment créer une page template. C'est le menu. Bon, la page template pour toutes les pages. Et la troisième partie, nous allons voir comment sécuriser. Comment utiliser Spring Security pour sécuriser. À ce niveau-là encore, on va s'arrêter sur les concepts de base de la sécurité web, parce que c'est très important. Alors maintenant, je vais rapidement vous faire une démo qui ne va pas durer plus de 30 minutes. Et dans cette démo que je vais faire, je vais résumer tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. C'est pour dire tout simplement, pour développer une petite application web avec Spring, et bien tout simplement, on peut, si on a l'habitude, on peut faire quelque chose rapidement en 30 minutes. Alors donc vous allez me suivre dans la démo, et par la suite de l'activité pratique, les autres fonctionnalités, vous allez les retrouver dans Classroom. Monsieur, j'ai une petite question. Oui. Je veux savoir la différence entre web service et API. Alors, ça c'est, je pense, une question pour laquelle on a déjà parlé. Je vous rappelle. Alors, regardez. Il faut juste, parce que si vous voulez, au premier semestre, si vous vous rappelez, j'avais parlé du web service, n'est-ce pas? Et vous devrez savoir d'abord, premièrement, c'est quand vous parlez du web service, il existe combien de types de web service, si vous vous rappelez? Vous avez encore la mémoire? Oui, deux types de web Il y a services. SOAP. 4. Il y a REST. Il y a GraphQL. Il y a gRPC. Très bien. Il y a 4 en fait web services. 4 types de web services. Donc tout ça c'est du web service. Maintenant celui-là que vous voyez là, c'est un web service de quel type? De type REST. Vous voyez donc un web service REST, c'est un REST controller. Il fait des traitements, il rend des résultats souvent au format
JSON. Mais ça, on va revenir en détail. Alors, il se trouve que, en fait, si vous vous rappelez, c'est quoi d'abord, bon, un web service, c'est quoi? Un web service, c'est un composant, c'est un objet qui contient des méthodes, ça, mais qu'on peut appeler via des requêtes HTTP. On peut appeler à distance via des requêtes HTTP. Et donc, si vous vous rappelez, dans SOAP, nous avons quelque chose qui s'appelle le WSDL, si vous vous rappelez. Alors, nous avons dit que le WSDL, c'est quoi? C'est un document qui permet de décrire l'interface du web service. Normalement, dans les applications distribuées, si vous voulez consommer un web service, si vous voulez, je suis un client, une application cliente, je veux consommer un web service, normalement, pour consommer un web service, il vous faut son interface, il vous faut sa description. Par exemple, avec SOAP, la description d'un web service utilise un fichier XML qui s'appelle le WSDL. Et REST, si vous voulez faire la description d'un web service REST, on utilise un document qui s'appelle la documentation Swagger. Ça c'est comme ça, Swagger. C'est ce qu'on appelle également OpenAPI Doc. C'est la documentation. GraphQL, c'est GraphQL Schema. gRPC, c'est ce qu'on appelle Protofile. Donc, c'est-à-dire que chaque web service, si vous voulez faire sa description, on le fait dans un fichier. Et officiellement, si vous avez un web service qui dispose d'une description, d'une interface, c'est ce qu'on appelle une API. Donc, déjà, le terme API, quand vous dites API, quand est-ce que vous pouvez dire une API? Une API, ça veut dire Application Programming Interface. Une API, normalement, ça veut dire c'est une interface. Application Programming Interface. Ça veut dire que c'est un service que vous pouvez consommer via une interface. OK? Alors, c'est quoi l'interface pour les web services SOAP? C'est WSDL. C'est quoi l'interface pour RSC? Swagger. Donc, si vous avez un web service qui dispose d'une description, d'une documentation, ou bien d'une interface, vous pouvez l'appeler Web API. Normalement, c'est un web service. Vous pouvez l'appeler Web API. Donc, un Web API, ça peut être un SOAP, ou bien un REST, ou bien un GraphQL, etc. Okay? Donc, mais si vous avez, par exemple, un web service REST comme celui-là, bon, ça, c'est un web service REST. Mais est-ce qu'il a un W? Est-ce qu'il a une description? Non. On n'a pas pour le moment parlé de... Donc, normalement, ça, c'est un web service, c'est un REST. Mais est-ce que je peux dire que c'est une API? Non. Si vous voulez que ça soit vraiment une API, il faut qu'elle respecte, il faut lui générer ce qu'on appelle là sa documentation. Donc, mais sinon, vous pouvez l'appeler web service. Donc, vous voyez, donc web service, c'est général. C'est-à-dire web service, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut appeler via des requêtes HTTP à distance. Web API, ça veut dire que c'est un web service qui dispose d'une interface, d'une documentation. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est bien ça ta question. Oui, c'est clair. Ah, ok. Voilà. J'aurais une petite question aussi. Oui. Je dis que, voilà, ici, en fait, on a un peu remplacé le dispatcher servlet par, disons, Tomcat par ce dispatcher servlet-là. Est-ce qu'il y a comme Tomcat derrière toujours? Oui, vous avez raison, parce qu'en réalité, il n'y a rien sans Tomcat. C'est-à-dire, en réalité, si je représente ça, il y a Tomcat d'abord, Tomcat qui va démarrer, et Tomcat va démarrer dispatcher servlet. C'est Tomcat qui gère, parce que nous avons dit, qu'est-ce qui gère les servlets? C'est Tomcat. Et après, c'est dispatcher servlet qui va gérer les contrôleurs et le reste. Ok, d'accord, merci. Okay. Alors, maintenant, je vais faire la démo, donc rapidement. Je vais directement passer à IntelliJ, ici. Ben, je vais commencer par créer un projet. Bon, c'est un projet Spring Boot, comme la dernière fois. On va l'appeler par exemple Web, MVC. Web MVC Products, par exemple, pour gérer des produits. Bon, c'est un projet donc Maven, le groupe ID.
Bon, je garde, je vais utiliser Java 21. Ici. Next. Alors, quelles sont les dépendances dont on aura besoin? On aura besoin des dépendances suivantes. D'abord, on aura besoin de Spring Data GPA. Pourquoi? Parce que je vais utiliser une base de données. Quelle base de données que je vais utiliser? Au début, je vais utiliser H2 Database, c'est in-memory database. Et par la suite, je vais utiliser MySQL. Ou bien Postgres, peu importe, ici. Et après, comme je veux développer une application web, je vais utiliser Spring Web. Alors, Spring Web, c'est ça, Spring MVC. Et puis, j'ai besoin de Lombok. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. C'est pour générer les getters, les setters et tout ça. Et puis, j'ai besoin d'un moteur de template. Alors, regardez, si vous écrivez template engines, vous voyez donc, il y a TeamLeaf. Ça, c'est intéressant. GTE, c'est nouveau. Avant, c'était pas dans Spring. Après, mais ça, c'est ancien. FreeMaker, Moustache, Groovy Template. Donc, ici, pour le moment, on va travailler avec TeamLeaf. Vous créez le projet dans une nouvelle fenêtre ou bien dans cette fenêtre-là, peu importe. Ici. Alors, dans le projet, donc, je vais créer des packages dans le package de l'application. Je vais créer des sous-packages. Donc, le package Entities. Je vais créer également le package repository pour la couche DAO. Et je vais créer pour le moment le package pour la couche web. Alors pour l'entité, supposons que je vais gérer des produits, pour rester toujours dans le même exemple, product. Alors dans mon cas ici, un produit est défini par son ID, par son nom, par le prix, type table, par la quantité, type int. Alors, pour que ce soit une entité GPA, je vous rappelle qu'il faut utiliser l'annotation. Quelle annotation? Entity. Ça, c'est l'entité GPA. Et il vous faut l'identifiant, le ID. Ça, c'est l'identifiant, la clé primaire. Si vous voulez avoir un auto-increment, vous utilisez generated value. Alors, il me faut les getters et setters, donc je vais utiliser Lombok avec l'annotation getter, avec setter. J'ai besoin de générer un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. J'ai besoin de générer la méthode toString et j'ai besoin d'utiliser le builder. Alors, en fait, le builder, je vous rappelle, maintenant pour créer une instance de produit, j'ai trois façons de faire. Soit j'utilise le constructeur sans paramètres, soit le constructeur avec paramètres, soit le builder, qui est très pratique pour créer des objets. Alors, donc, vous voyez, donc j'ai terminé mon entité. Je vais créer maintenant l'interface repository. Pour travailler avec Spring Data, je rappelle, il suffit de créer une interface que je vais appeler Product Repository qui hérite Product Repository. Je vais renommer avec Alt Entrée, rename file, extend GPA Repository. Alors GPA Repository, c'est une interface générique dans laquelle je vais spécifier quel est l'objet que je vais gérer. C'est des objets de type product. Et le ID, il est de quel type? De type langue. Alors maintenant, je vais faire un test. Pour cela, donc, je vais vers mon application Spring Boot. Alors, la façon la plus simple pour faire exécuter un traitement au démarrage de l'application, c'est de créer un bin qui s'appelle Command Line Runner à l'intérieur de cette classe et en utilisant la notation bin. Donc, je vous rappelle juste que toutes les méthodes dans Spring, toutes les méthodes qui utilisent la notation bin, c'est des méthodes qui s'exécutent au démarrage. Dès que l'application démarre, tout ce qui est bin va s'exécuter. Alors ici, donc, la méthode s'exécute. Il va retourner un objet de type command line runner qui contient une méthode run qui va faire ce traitement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais injecter product repository. C'est l'interface qui contient les méthodes qui me permettent d'accéder à la base de données. Et ici, donc, je vais insérer quelques produits dans la base de données en utilisant
product repository.save. Et donc pour faire save, donc vous pouvez utiliser product new product, c'est-à-dire le constructeur avec paramètres. Si vous utilisez le constructeur avec paramètres, le problème c'est que vous devrez connaître les paramètres et l'ordre des paramètres. Par exemple, vous devrez savoir que le premier c'est le ID, le deuxième c'est name. Le troisième c'est le prix. Et le quatrième, c'est la quantité. Alors ça, j'ai utilisé le constructeur avec paramètres. Mais j'avais expliqué que le constructeur avec paramètres, ce n'est pas pratique. Parce que si vous avez beaucoup de paramètres, parfois, vous ne savez pas quel est le premier, quel est le deuxième. C'est un peu compliqué. Alors, pour ne pas faire ça, il vaudrait mieux créer des produits comme ça, en utilisant le builder. Il suffit d'utiliser product.builder.build. Mais avant de faire build, vous spécifiez les attributs que vous voulez. Par exemple, je veux name ici. Donc ça, c'est computer. Point price. Point quantity. Et c'est tout. Donc ça, c'est beaucoup mieux parce que je vois bien ici, ça c'est name, ça c'est le prix et ça c'est la quantité. Alors que ici, je vois pas, je sais pas ce que c'est ça. C'est pour cela que comme ça, c'est mieux. Donc au lieu de faire ça, donc je vais enregistrer un produit. Je vais ajouter un deuxième. Save. Product repository.save. Product.builder.build. C'est quoi name? C'est par exemple printer. C'est quoi le price? C'est quoi la quantité? Voilà. J'ai un deuxième et j'ai un troisième ici. Alors, smartphone. Alors, si vous voulez afficher la liste des produits au démarrage, on va utiliser donc product repository find all et vous faites for each pour chaque produit. P. Je vais afficher les informations sur le produit. Par exemple, j'appelle la méthode toString. Donc ça, c'est un premier test que vous allez faire. Avant de faire le test, il faut configurer la base de données. Ça se passe dans le fichier application.properties. Vous aurez besoin de spécifier Spring Data Source URL. Ici, c'est gdbc de .h2 même. Je vais utiliser la base de données h2 in memory. La base de données, je vais l'appeler productsdb. Alors, pour consulter la base de données h2, vous aurez besoin d'activer la console h2 console, vous mettez true. C'est une interface web qui permet de consulter la base de données. Sans oublier le port de Tomcat. Vous voyez donc par défaut, server port c'est 80-80. Mais si vous voulez le changer, vous mettez par exemple 80, 83 ou je ne sais pas quoi. Alors, si vous tentez d'exécuter votre application, vous allez avoir une erreur que pour les gens qui travaillent avec Java 21, bon ça j'ai déjà expliqué, avec Java 21, ici l'unbox n'a pas marché. Il vous dit que je ne connais pas la méthode build. Ça veut dire que l'unbox n'a pas marché. Et bien pour corriger ce problème-là, il faut aller vers le fichier pom.xml. Il faut ajouter la version de l'unbox. Ici. Vous mettez version et vous mettez un point. La dernière c'est 1.1834. Et la même version, vous allez l'ajouter ici. Alors si vous travaillez avec Java 17, vous n'allez pas rencontrer ce problème. Mais si vous travaillez avec Java 21, 23, etc., ça c'est un détail. Il faut actualiser Maven, update, et vous réexécutez l'application. Et vous pouvez dire que ça c'est à peu près un rappel. Voilà. Vous voyez donc ici j'arrive à afficher la liste des produits au démarrage. C'est un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Alors maintenant, je vais passer... Oui? Monsieur, concernant la base de données H2, oui. Dans le fichier de configuration, ce n'est pas obligatoire de définir un driver JDBC concernant le... Alors ici, donc, si vous utilisez H2, par défaut, il est inclus, d'accord? Si vous mettez Spring Data Source URL, donc par défaut, il sait qu'il va utiliser le driver de H2. D'accord.
Et si vous utilisez par exemple MySQL, il sait qu'il utilise le pilote JDBC de MySQL qui est disponible. Alors pour le moment, c'est H2. Alors si vous voulez consulter la base de données... Monsieur, Oui. Pour la production, est-ce que vous conseillez l'utilisation de H2? Non, en production, ça ne marche pas H2 parce que H2, c'est in-memory database. C'est-à-dire, une fois que vous arrêtez l'application, les données vont être perdues. Hein. Donc H2, c'est juste pour faire le test, mais après, il faut remplacer H2 par MySQL. Donc si vous vous rappelez la dernière fois, donc, je vous avais déjà montré dans la démo. Oui. Donc la question, pourquoi il n'y a pas une version qui est déjà embarquée et qu'on peut utiliser pour la prod avec Spring? Avec H2. Avec n'importe quel... Oui, vous pouvez, mais en fait, vous savez, H2, si vous voulez mettre et utiliser une base de données embarquée, et bien tout simplement, au lieu d'utiliser ICMM, vous utilisez H2, mais avec file. Et dans ce cas-là, votre base de données va être enregistrée dans un fichier. Et ça peut servir pour une base de données embarquée. Mais après, il faut mettre ici le chemin où vous allez placer ce fichier-là. Donc, c'est-à-dire si vous voulez créer une base de données persistante, ok? D'accord. Et est-ce que vous conseillez cette méthode pour la production? Non, c'est pour les systèmes embarqués. Si tu veux créer une application dans une carte à puce ou bien dans un système embarqué, oui, tu peux travailler avec un fichier comme ça ou bien SQLite. Il y a plein de SGBD pour les systèmes embarqués. Mais si vous voulez créer une application qui contient beaucoup de données à gérer, non, il faut oublier ça. Il faut utiliser un vrai serveur de base de données comme MySQL ou bien Oracle ou bien SQL Server ou bien Postgres. C'est ce qu'on utilise en production généralement pour les grandes bases de données. Mais pour une petite application, pour un système embarqué, ce n'est pas la peine. Vous pouvez utiliser H2, vous pouvez utiliser SQLite, c'est des bases de données, mais souvent, ce n'est pas pour mettre des grandes bases de données. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, alors ici, maintenant, si vous voulez voir votre base de données, je rappelle que vous aurez besoin donc de taper localhost 8083, c'est ça? /h2 console. Alors vous voyez, donc ça c'est h2 console, vous mettez la base de données, GDBC, h2 mem, productdb, vous vous connectez, et vous voyez bien que la base de données est générée, et vous avez la liste des produits dans la base de données. Alors maintenant, je vais passer à la partie web. Ce qui nous intéresse, Spring MVC, dans web, je vais créer un contrôleur. Donc je vous rappelle, pour créer un contrôleur, il suffit d'utiliser une classe que je vais appeler Product Controller. Pour que ce soit un contrôleur Spring MVC, il faut utiliser la notation controller. OK? Et controller a besoin d'accéder à la base de données. Donc j'ai besoin de déclarer un objet de type Product Repository. Pour faire l'injection des dépendances, vous avez deux solutions simples. La première, c'est quoi? Auto-wired. Auto-wired, avec Spring, c'est l'auto-injection des dépendances. Donc, il va injecter dans repository une classe, une implémentation de cette interface. Bon, c'est Spring qui va la générer. Mais, vous voyez, auto-wired, c'est deprecated, non recommandé. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser l'injection via le constructeur. Il suffit de créer un constructeur avec paramètres. Donc, c'est l'injection des dépendances. Donc, si vous avez un seul constructeur avec paramètres, ben, quand Spring MVC, quand Dispatcher Servlet va instancier le contrôleur, automatiquement, il va transmettre un objet de type Product Repository. C'est-à-dire, il fait l'injection des dépendances. Donc, vous avez les deux solutions qui marchent. Mais si on vous dit quel est le mieux, est-ce que AutoWire devient le constructeur? Comment vous allez répondre? C'est le constructeur. C'est pas AutoWire. Parce que... Alors, parce que le problème AutoWire, AutoWire, c'est quoi? Et bien, Spring AutoWire, c'est qu'au moment de... Quand il va instancier l'objet, il va accéder directement à l'attribut Product Repository. Même si l'attribut est privé. Il va accéder, il va lui affecter une valeur. Ça veut dire qu'il est en train de violer le principe de l'encapsulation.
Parce que normalement, il devrait passer via le setter au lieu d'accéder directement, n'est-ce pas? Donc AutoWired, il accède directement à l'attribut, il le modifie. Et en même temps, le fait d'aller vers un attribut et de le modifier, ce n'est pas dans les bonnes pratiques. Ça marche, mais vous êtes en train de violer un principe. Le principe. Normalement, pour initialiser une variable, vous avez soit le constructeur, soit le setter. Mais AutoWired, il fait quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas irrégulier, donc il sera emprisonné. Celui qui a créé. Est-ce que vous voyez? Donc, ça marche. Visiblement, ça passe. Mais après, si vous voyez, donc ça c'est en gris. Il vous dit not recommended. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? C'est la meilleure façon pour injecter, c'est le constructeur. Donc ça marche. Et après, ici, je vais créer une méthode qui retourne une vue que je vais appeler index. Ici, Monsieur? Oui. Monsieur, dans la partie repository, monsieur, c'est Spring qui va créer l'implémentation de Product Repository, c'est pas nous? Oui, non, c'est pas toi. Merci à Spring. Ben, c'est ça Spring Data. Vous voyez donc Spring Data dispose déjà d'une classe qui implémente déjà cette interface. Et dans laquelle il y a déjà toutes les méthodes say, find, etc. Donc lui, Spring Data, il va injecter sa propre implémentation. Non. Ok. Voilà, alors donc ici, index. Quand est-ce que cette méthode index va s'exécuter? Quand on va envoyer une requête HTTP avec get, avec quel path? /index. Get, c'est pas getter, c'est get mapping. Get mapping /index. C'est-à-dire quand j'envoie une requête HTTP avec get, avec /index, cette méthode s'exécute. Et cette méthode, qu'est-ce qu'il retourne? La vue. Maintenant, il me faut créer la vue. Et pour créer la vue, il faut aller vers le dossier templates, ici. Et vous créez un fichier HTML que vous allez appeler products.html. Donc ça, c'est notre vue HTML, products. Ici, vous mettez un test H2 test, products par exemple. Vous exécutez l'application, vous réexécutez. Et on va tester. Pour tester maintenant cette opération, je dois taper http localhost /index. C'est ce que je vais faire ici. Je vais faire localhost 8083/index. Alors vous voyez ici, donc qu'est-ce que je vois? Je vois là la vue, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui est retourné ici, c'est la vue, product, et product pour le moment il me génère ça. Ok? Alors moi je ne veux pas afficher uniquement ça, mais je veux générer la liste des produits. Je veux la liste des produits. Pour cela, au niveau du contrôleur, je vais d'abord aller vers Product Repository, je fais Find All. Je récupère la liste des produits. Je vais la stocker dans une variable que je vais appeler Products. Maintenant, cette liste de produits, je vais la stocker dans le modèle. N'est-ce pas? Et pour la stocker dans le modèle, il suffit de déclarer un objet de type modèle, de Spring MVC, qui s'appelle modèle. Vous voyez notre architecture, c'est ça. Vous voyez? Donc j'envoie la requête, la méthode s'exécute, c'est pas ici. La méthode s'exécute, je récupère la liste et je vais stocker cette liste dans le modèle. Et pour stocker cette liste dans le modèle, j'utilise modèle.addAttribute. L'attribut s'appelle liste produit par exemple, je peux l'appeler comme ça. Liste produit. Et dans la valeur, c'est quoi? C'est products, c'est la liste des produits. Alors maintenant, j'ai la liste des produits. Maintenant, je vais revenir à la vue pour l'afficher. Et pour afficher la liste des produits dans la vue, on a besoin de déclarer TeamLeaf. Alors pour déclarer la librairie de TeamLeaf, on va utiliser xmlns, namespace. Le préfixe th égale à quoi? http w www.teamleaf.org. Donc ça c'est le namespace de TeamLeaf.
Et donc, si vous voulez, ici, je vais faire un div à l'intérieur duquel je vais créer un table dans lequel je vais faire thead, tr, la ligne th, c'est les headers. Je vais afficher la colonne id, la colonne name, la colonne price et la colonne quantity. Maintenant, j'ai besoin de faire une boucle dans la partie tbody. Dans tbody, je vais créer une ligne, mais cette ligne-là, je vais la répéter combien de fois? Autant de fois qu'il y a des produits. Pour chaque produit, je vais générer une ligne. Donc, je vais utiliser ici TeamLeaf. Je vais demander à TeamLeaf, s'il te plaît, fais-moi un for each. Donc, avec th each. Je demande à TeamLeaf, s'il te plaît, fais-moi une boucle. Si je fais ça avec JSP, c'est à moi d'écrire le code Java qui fait for each. Maintenant, c'est pas à moi de le faire, c'est TeamLeaf qui va le faire. Alors, pour chaque P, 2 points, il faut mettre juste $accolade comme ça et vous cherchez liste produit. Vous voyez ici donc avec IntelliJ, c'est plus simple. Donc, automatiquement, il va vers le modèle. Il va chercher un attribut qui s'appelle liste produit. Il va faire for each P. Et après, chaque produit, je vais l'afficher dans une colonne TD en utilisant th de point text. Alors ici, entre accolade encore, P, point. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est ID. Donc automatiquement, il appelle les getters. Même si vous mettez P.id, mais en réalité, TeamLeaf, il fait get ID. OK? Là, je vais afficher name, price, quantité. Je réexécute mon application. Je vais regarder dans le navigateur, actualiser. Bon, et donc, j'affiche maintenant la liste des produits. Alors, je ne veux pas garder l'affichage comme ça. Je vais faire quelque chose de mieux. Je vais utiliser Bootstrap. Vous savez, Bootstrap, c'est un framework CSS. Pour utiliser Bootstrap, c'est très simple. Vous cherchez une dépendance qui s'appelle WebJars Bootstrap 5 Maven Dependency. Vous allez trouver la dépendance. Je vais prendre la version 5.3. Je prends cette dépendance. Je l'ajoute à POM.xml, quelque part ici. Je fais actualiser. Et je vais aller vers ma vue. Et je vais utiliser Bootstrap. Donc maintenant, pour utiliser Bootstrap dans HTML, dans la partie head, vous utilisez l'attribut link, rel, style sheet. Le type de la feuille de style, c'est text CSS, href. C'est quoi? Vous mettez slash, vous allez trouver WebJars, ça existe, donc c'est téléchargé. Vers Bootstrap, contrôle espace, c'est quelle version? 5.3.5. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le dossier CSS? Je vais chercher bootstrap.min.css. Ouais, donc c'est ça le framework Bootstrap. C'est CSS, je n'ai pas créé. Alors pour utiliser Bootstrap, je vais en profiter. Il suffit d'aller vers Table. Vous lui dites, je vais utiliser la classe Table. Classe Table, c'est fait par Bootstrap. Je réexécute et je regarde l'affichage. Actualiser. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est Bootstrap. Alors maintenant, du moment que j'ai Bootstrap, je vais en profiter pour arranger mon application. Ici, donc, je vais mettre classe, je vais mettre un peu d'espace en utilisant padding tree, par exemple. Et ensuite, je vais ajouter un bouton qui permet de supprimer les produits. Comment? Je vais utiliser TD, ici. Je vais créer un lien A, delete, je veux supprimer le produit. Et pour supprimer le produit, je vais utiliser href. C'est pas href, c'est href. C'est TeamLeaf, href. C'est-à-dire quand je clique sur le lien delete, je vais aller vers cette expression-là. Je vais aller vers une action que je vais appeler delete product, par exemple. Delete product. Et quand je fais delete product, je devrais transmettre le ID du produit que je veux supprimer.
Donc pour cela, avec TeamLeaf, il suffit de mettre les parenthèses et vous mettez la valeur de ID. Et la valeur de ID, c'est p.id. Vous mettez ici ID égale à quoi? Égal à ça. Mais je veux que ce lien soit un bouton en rouge. Pour cela, je vais utiliser la classe btn danger. Pour que ce soit un bouton en rouge comme ça. Alors, je réexécute. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir dans ma liste, ici, je vois ici un bouton qui s'ajoute. Chaque ligne, j'ai un bouton Delete. Si je clique sur Delete, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Regardez ici. J'ai Delete Product avec ID égale à quoi? Égal à 1. Si je clique ici, Delete Product, ID égale à quoi? Égal à 3. C'est-à-dire, à chaque fois, je fais Delete, mais je transmets toujours la valeur de ID. Alors maintenant, ça ne marche pas la suppression. Vous voyez ici, quel status code? 404, je vous rappelle. 404, ça veut dire quoi? Not found. Vous voyez donc, vous, en tant qu'ingénieur dans FluWeb, dès que vous voyez une erreur, il faut toujours chercher le code. Si le code n'est pas affiché, vous faites les outils de développement. Avec les outils de développement network, vous faites ça. Vous voyez votre requête, voilà, vous voyez la requête HTTP, et vous voyez la requête HTTP, il y a une erreur, mais il vous dit que status code, c'est combien? C'est 404. C'est juste pour que vous sachiez, là, vous êtes en train de demander quelque chose qui n'existe pas. Alors maintenant, moi, je vais ajouter ce delete comme action dans le contrôleur. Donc, je reviens vers le contrôleur et je vais faut ajouter toutes les méthodes CRUD à une seule fois. Non? Alors, je vais ajouter justement ici une méthode, tout à fait. Je vais ajouter une méthode encore dans le contrôleur que je vais appeler delete. Alors, cette méthode delete, qu'est-ce qu'elle reçoit comme paramètre? Un ID. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire product repository.delete by ID. Je lui donne le ID, il le supprime de la base de données. Mais pour accéder à cette méthode, il faut envoyer une requête HTTP avec GET. Cette fois-ci, avec quelle patte? Regardez notre... C'est delete, ça. C'est ça le path. C'est delete product. Il faut mettre ici delete product. Mais delete product, quand on appelle delete product, on envoie un paramètre qui s'appelle ID. Pour récupérer la valeur de ID avec Spring, il suffit d'utiliser la notation request param name égale ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de demander à Spring, c'est Spring MVC, va chercher dans la requête HTTP, cherche-moi un paramètre qui s'appelle ID et récupère-moi la valeur. C'est comme si vous faites request.getParameter ID. Et je supprime. Une fois que je supprime, maintenant je vais retourner la vue. Mais cette fois-ci, pour retourner la vue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réafficher. Je vais réafficher à nouveau /index, n'est-ce pas? Cette fois-ci, donc je vais. Ça, c'est quoi ça? C'est un forward. Rappelez-vous. Donc j'ai fait un forward vers la vue. Cette fois-ci, une fois que je supprime, je termine la suppression, je vais demander au navigateur, va faire appel encore à /index. Donc là, je vais utiliser la redirection. Et pour cela, je vais utiliser return redirect. Ça s'écrit comme ça avec Spring MVC /index. Alors directement ici, donc je fais une redirection vers /index. Alors regardez ce qui se passe. Alors, je laisse les outils de développement parce qu'il faut voir ce qui se passe. Regardez. Je clique sur... Je veux supprimer le troisième. Tic, il est parti, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, j'ai envoyé une requête HTTP vers delete.
Ici, regardez, delete, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne une réponse avec quel status code? 302. C'est de la redirection. Il va rediriger vers quoi? Vers, vous cherchez un attribut qui s'appelle location. Il est là. Il a fait une redirection vers /index. Donc, vous voyez, donc j'ai envoyé une réponse vers le navigateur et le navigateur va encore envoyer une requête vers get vers /index. Donc, en cliquant ici, j'ai appelé delete et j'ai également appelé index. Combien de requêtes que j'ai envoyées? Donc, la première delete m'a redirigé vers /index. Ça, c'est juste pour faire la différence entre forward et redirection. Alors, je supprime. Mais ici, donc, supprimer comme ça, c'est dangereux. Généralement, il faut toujours afficher une alerte. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Ben, c'est ce que je vais faire ici. Je vais ajouter un peu de JavaScript, vraiment un peu, en ajoutant ici on click. Et vous mettez return. Je vais retourner la fonction confirm. Avec JavaScript confirm, c'est une fonction. Le message c'est êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Point d'interrogation. S'il dit OK, c'est à ce moment-là qu'il va vers href. S'il dit non, ça se passe pas. Donc ça c'est un peu JavaScript. Vous voyez ici, donc cette fenêtre-là ici. J'ai pas redémarré, c'est pour cela. Parce que normalement, pour le moment, je suis toujours obligé à chaque fois de redémarrer. Alors, ça c'est ma base de départ. Si je clique, regardez, j'ai une boîte de dialogue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Cette fenêtre-là, c'est du JavaScript. Ça s'affiche côté navigateur. Si je mets annuler, il n'y a rien qui se passe. Si je mets OK, c'est à ce moment-là qu'il va supprimer. C'est clair? Alors ici, vous voyez, donc ça c'est, je vous parle ici une démo de 20 minutes. Mais cette démo-là, elle résume l'essentiel. Parce que ici, je fais quoi? Je vous ai montré comment créer un projet Spring, comment gérer les dépendances, comment créer une entité GPA, comment créer une interface GPA repository basée sur Spring Data, comment tester la couche DAO, comment utiliser H2 Console pour consulter la base de données, comment créer un contrôleur Spring MVC, comment créer une vue basée sur TeamLeaf et comment intégrer Bootstrap. C'est beaucoup. Vous voyez, ça, en termes de concept, c'est beaucoup d'apprentissage. C'est-à-dire cette vidéo-là, même si c'est 20 minutes ou 30 minutes, vous mettez les écouteurs et vous commencez à faire des révisions. Et en plus, on fait de l'injection des dépendances. Donc vous voyez, donc les 3 chapitres qu'on a travaillés sont résumés sur cette démo. Alors maintenant, bon, ça c'est le modèle rendu HTML côté serveur. Ok? C'est rendu HTML côté serveur. C'est-à-dire, ce qui génère le HTML, c'est TeamLeaf. Alors si vous regardez côté client, ici, regardez, ce côté client. Si vous affichez le code source, affichez la source de la page. Regardez sur HTML. Sur HTML. Ligne, une première ligne, une deuxième ligne. Sur HTML là, est-ce que c'est moi qui l'ai généré? C'est TeamLeaf. Parce que TeamLeaf, il a fait for each. Pour chaque produit, il a généré une ligne. Donc, c'est-à-dire ce code HTML que je suis en train de visualiser, il est généré par le serveur et non pas par le client. Vous voyez, donc ça c'est la page Bootstrap. Donc tout a l'air d'être très transparent. Une petite application, je ne veux pas compliquer au début les choses, mais avec cette application-là, ça vous ouvre un peu en tout cas pour les gens qui ont du mal à connecter un peu ça avec ça, mais c'est intéressant. Et ça, c'est le rendu HTML côté serveur. Si vous voulez faire le rendu HTML côté client, il vous faut créer un REST controller. Si vous voulez créer un REST controller, vous avez 2 façons de faire. Soit vous créez un contrôleur et vous créez une méthode. Je vais créer une méthode qui retourne directement la liste des produits. Des produits que je vais appeler list products. Et directement vous retournez product repository.findAll. Vous voyez cette fois-ci, qu'est-ce que je retourne? La liste des
des produits. Et là, vous utilisez getMapping, c'est-à-dire pour faire appel à ça, je vais mettre par exemple /products. C'est-à-dire quand je vais taper /product, qu'est-ce que je vais recevoir? La liste des produits. Mais en quel format? Eh bien, si vous voulez la convertir en format JSON, vous avez deux façons de faire. Soit vous remplacez controller par REST-controller. Et dans ce cas-là, automatiquement, tout ce que vous retournez, il va le convertir en format JSON. Ou bien, vous ajoutez ici la notation response body. C'est-à-dire, vous lui dites cette réponse-là, tu vas l'envoyer dans le corps de la réponse. Donc, automatiquement, il va la convertir en format JSON. Alors, dans ce cas-là, vous voyez donc ce contrôleur-là, il joue en même temps un rôle de contrôleur Spring MVC, mais il joue également le rôle d'un web. C'était une fonction pour le web service. Donc, si j'exécute, si je redémarre ça, maintenant, ça me donne ça, mais si vous mettez /products, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous recevez la liste des produits au format JSON. Donc ici, donc, vous voyez, donc, avec un contrôleur, un REST controller, c'est presque la même chose. Un contrôleur Spring MVC, c'est quoi? C'est un contrôleur qui reçoit des requêtes HTTP, il fait des traitements, mais à la fin, il retourne une vue. Alors qu'un REST controller, c'est un contrôleur qui reçoit des requêtes HTTP, il fait des traitements, mais il retourne directement le résultat au format JSON. Donc pour ne pas faire ça ici, je vais le supprimer et je crée un autre web service que je vais appeler product REST API. Maintenant, vous pouvez l'appeler REST Controller. REST Controller. Comme ça. REST Controller ou bien REST API. Sauf que ici, il faut utiliser la notation REST Controller. Là, vous déclarez votre repository comme l'autre. Vous faites l'injection des dépendances via le constructeur et vous créez cette méthode. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci, est-ce que vous avez besoin d'utiliser response body? Non. Parce que ici, vous avez un REST controller. Et là, ça marche également. Mais maintenant, est-ce que ça, c'est une REST API? C'est un web service. N'est-ce pas? C'est un web service, ça. Je veux retourner, par exemple, un produit sachant son ID. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une méthode qui retourne un produit. Find by ID. Je vais l'appeler find by ID. Je vais lui donner le ID. Et il va me retourner product repository find by ID. Et je fais get. Et là, je vais utiliser ici getMapping. Je vais mettre /products / le paramètre ID. Alors, sauf que cette fois-ci, le ID ici, je vais l'envoyer le path. Et pour indiquer à Spring MVC que ce ID-là, il vient du path, je vais utiliser une annotation qui s'appelle request path variable. Alors, c'est comme si vous lui dites, va vers le path, cherche-moi dans le path quelque chose qui s'appelle ID. Et tu l'affectes à ça. Bon, ça me donne ça. C'est-à-dire, mon web service, pour le moment, il y a deux méthodes dans le web service. La première, c'est qu'il peut me donner la liste de tous les produits. La deuxième méthode, c'est qu'il peut me donner un produit sachant son ID. Donc, si vous mettez 1, il me donne ça. Si vous mettez /2, il me donne ça. Si vous mettez /3, il me donne ça. Si vous mettez /4, qu'est-ce qu'il va donner? Machine not found. Parce que found. Tableau vide. Non. 500. Erreur interne. Pourquoi? Parce que vous envoyez la requête. N'est-ce pas?
et vous dites je veux chercher ID. Ou l'ID la base de données n'existe pas. Donc il retourne une exception interne. Il vous dit je veux retourner avec get, il n'a pas trouvé. Ben, si vous regardez, il y a une exception ici. Il vous dit non value présent. C'est-à-dire, ça c'est une erreur interne. C'est-à-dire, il fait les choses normales, mais après il n'a pas trouvé, ou il y a une exception qu'il a rencontrée. N'est-ce pas? Alors, ça c'est utile. C'est une démo très petite, mais maintenant, ça c'est un web service. Mais si vous voulez maintenant que ça devienne du HTML, ça, là on aura besoin d'utiliser un framework Angular. C'est lui qui va prendre ces données de JSON et après il va les convertir au format HTML. C'est-à-dire, après, si vous utilisez ici index, qu'est-ce qui génère le HTML? C'est TeamLeaf. Mais si vous voulez utiliser ces web services, il vous faut un front-end avec mobile ou des choses comme ça pour les exploiter. Voilà, donc je pense qu'on a fait tout ce qu'il faut aujourd'hui. Alors maintenant, sur Classroom, vous allez trouver la démonstration de l'activité pratique dans laquelle il y a plus de détails. Mais vous allez toujours commencer par cette petite démo, parce que cette démo-là, elle résume un peu, voilà, elle résume l'essentiel. Moi, je préfère quelqu'un qui fait que ça, le comprendre, que de faire des centaines d'applications LH. Parce qu'avec ça, si vous le comprenez, vous passez des entretiens, vous répondez à tout ce qu'on vous pose comme question. Mais il y a tellement beaucoup de choses, mais chaque chose, il faut vraiment on va dire, la digérer. Il faut que votre cerveau commence à comprendre les choses de manière transparente. C'est clair? Alors ça c'est la démo. Alors pour la suite, il y a la pagination, il y a la recherche, des choses comme ça. Mais tout le reste après, c'est des choses qui se répètent, c'est le même principe. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Alors un dernier point s'il te plaît pour ne pas oublier, et je te laisse poser la question. Je disais tout à l'heure la question, mais on n'a pas répondu. Est-ce que ça est-ce qu'on peut dire que ça c'est un web service, ça? N'est-ce pas? Qui répond. C'est un web service. Mais est-ce que c'est un REST API? Pas encore. Parce que ce web service-là n'a pas de documentation Swagger. Il n'a pas une interface. Si vous voulez ajouter la documentation Swagger d'un web service RESTful, ben c'est très simple. Il suffit d'ajouter une dépendance qui s'appelle Open Spring Boot Open API. Donc, vous cherchez cette librairie-là, c'est là, CTRL-C, et vous l'ajoutez à Spring, à Maven, ici. Vous actualisez, il va télécharger cette dépendance. Une fois qu'il n'est plus rouge, ça veut dire qu'il est téléchargé, il est en train de télécharger. Voilà, maintenant c'est bon. Vous redémarrez l'application. Avec Spring, c'est aussi simple que ça. Parce que Spring, la Spring Boot, son point fort, c'est qu'il fait ce qu'on appelle l'autoconfiguration. En fonction de la dépendance que vous déclarez là, il génère beaucoup de choses. Alors, si vous voulez voir la documentation Swagger, il suffit d'aller vers le site ici, et vous faites localhost 8080, et vous mettez Swagger UI.html. S'il vous génère ça c'est maintenant, vous avez la documentation Swagger et vous pouvez tester. Regardez, vous voulez tester /product, je fais get, je clique try, j'envoie la requête et je vois la réponse. Je veux faire par exemple un produit sachant son ID, regardez, je clique try, il vous demande le ID, vous tapez le ID, hein, j'envoie la requête et je vois la réponse. Et si vous voulez voir maintenant, ça c'est la documentation Swagger. C'est que généralement en entreprise, quand on crée il expose des web services pour les autres, il faut leur générer ça. Parce que c'est avec ça que les autres peuvent savoir comment consommer votre web service. Parce que si j'ai ça, je peux savoir comment consommer le web service. Mais si j'ai que ça, mais si j'ai pas ça, il faut que je sache qu'est-ce que je dois taper, etc., comment le faire. Et si vous voulez voir la documentation Swagger réelle, c'est ça. Vous avez ici le lien.
Ça, c'est l'équivalent du WSDL. Pour les web services REST. C'est ça, c'est l'interface. Regardez ce qu'il vous dit. Il vous dit que ça vous donne quoi? On peut faire quoi? /product, si j'envoie une requête avec get, et bien tout simplement, voilà la réponse qui va être retournée. Il va retourner un tableau de type product. Et c'est quoi product? Ici, vous allez trouver ici product, il est décrit avec les attributs name. Product, il doit être quelque part ici. Voilà. Properties ID de type int, name de type string, type de type number. Est-ce que vous vous rappelez le WSDL? Le WSDL, c'est XML et ça, c'est du JSON. Donc, voilà la documentation pour un web service. Et donc, si vous avez ça, vous avez tout. Vous pouvez aller vers Postman. Postman, si vous lui donnez cette adresse-là, il vous fait exactement ça. Il vous affiche la liste des méthodes, vous cliquez, vous n'aurez plus besoin de tâtonner. Vous faites ça, vous exécutez, vous pouvez faire les tests. Alors, ça, c'est en fait, c'est ce qu'on va faire en détail la suite. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est suffisant pour avoir une idée assez claire sur comment utiliser Spring MVC, comment développer l'application web, et aussi, surtout faire la différence entre le rendu HTML côté client et le rendu HTML côté serveur. Et voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. Ah, il y a quelqu'un qui voulait poser une question, je te remets la parole. Tu peux reposer ta question? Monsieur, c'est juste pour la notation REST controller. Donc, c'est une combinaison entre la notation controller et response body. C'est exactement. D'accord. Alors, c'est ça. Regardez, si vous regardez REST control, vous faites contrôle, vous cliquez. Vous voyez donc REST controller, regardez. Alors, REST controller, elle-même, il utilise la notation controller plus REST body. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire, quand vous mettez REST controller, vous n'avez pas besoin de mettre dans les méthodes REST body, response body plutôt, response body, n'est-ce pas? Mais si vous créez un contrôleur, si vous voulez retourner dans un contrôleur des données JSON, il faut toujours ajouter REST body. Bon, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça, mais c'est un petit détail qui est hyper important. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Non. Pour les méthodes implémentées par Spring, Oui. Save, delete, filehold, Oui. Oui. par contre, c'est Spring qui les implémente. Oui. Mais nous, on ne voit pas de classe où ces méthodes sont implémentées. Voilà, c'est ça, vous faites ça Spring Data. Regardez. Spring Data, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. L'interface, si vous regardez l'interface GPA Repository, qu'on n'a pas créé, on a hérité du GPA Repository. GPA Repository, il a toutes ces méthodes-là. D'accord? Et cette interface-là, ils sont déjà implémentés par Spring. Spring Data. Donc, quand vous utilisez l'injection des dépendances, vous injectez une implémentation qui est déjà fournie par Spring. Ça nous économise beaucoup de temps. Et après, si vous voulez ajouter d'autres méthodes, je vous ai déjà montré la dernière fois qu'il suffit d'aller à l'intérieur de la méthode, vous déclarez de nouvelles méthodes find by. Vous vous rappelez? Find by. On a parlé de ça. Oui. Tout ça. Donc, mais la partie, je n'ai même pas parlé parce que c'est ce qu'on avait détaillé dans le cours de Spring Data. GPA. C'est clair? Oui. Monsieur, pour les entités GPA, oui. La déclaration des attributs, il faut respecter le nommage. Oui. Parce que alors, la requête SQL, il m'a généré une exception car j'ai nommé les attributs par il y a quelque chose de très simple, c'est que quand vous travaillez avec Java, les langages, il faut respecter les règles de nommage, les conventions. Normalement, les règles, c'est que l'attribut, on commence toujours par une minuscule. Si vous mettez CID avec I majuscule, ça peut marcher à un moment donné, mais à un moment donné, vous allez avoir des exceptions. Tout simplement, pourquoi? Parce que Spring, lui, il suppose que les attributs commencent toujours par des minuscules.
Et si vous avez par exemple name product, vous allez mettre name product comme ça. Name minuscule. Et juste après, vous mettez P majuscule. Et ça, c'est des conventions. Les conventions, c'est quelque chose que vous êtes obligé de respecter. À un moment donné, on vous dit, vous avez le choix de respecter ou non. Mais en réalité, quand vous êtes en entreprise, si vous ne respectez pas les conventions, c'est que votre code il est rejeté. Il est rejeté par... s'il n'est pas rejeté par des êtres humains, il est rejeté par les outils d'audit de code. Bhal Sonar. Vous savez, Sonar, c'est un outil qui prend votre code source. À un moment donné, il vous rédige un rapport et il vous dit voilà les choses que vous n'avez pas respectées. Parce que c'est des normes. Donc il faut les respecter. Et en plus, ça vous évite de tomber dans des exceptions. Parfois, vous cherchez l'exception, vous ne savez même pas ce que c'est. Parce que tout simplement, vous n'avez pas respecté les conventions. Si tout marche bien pour moi, dit le premier coup, parce que je respecte juste les conventions. Alors vous êtes un peu, souvent les étudiants, j'ai toujours ce problème-là avec tous les étudiants, c'est que dans la majorité des cas, ils négligent toujours les conventions. Bon, moi, la variable, je peux l'appeler X majuscule, pas de problème. Ça marche. Tant que tu n'utilises pas de framework, tu peux lui donner même des accents. Il n'y a pas de problème. Mais dès que vous utilisez les frameworks, c'est que les frameworks, ils supposent que vous respectez les conventions. Parce que s'il n'y a pas de convention, il n'y a pas de framework facile. Est-ce que c'est clair? Non, bon. Comment on peut savoir les conventions? Parce que pour les fichiers de configuration, il faut respecter le moment. Oui, mais les conventions, c'est très simple. Déjà, Java, il faut juste revenir sur les bases de Java. Vous avez d'abord une classe commence toujours par majuscule. Ça, il faut jamais me mettre une classe avec P minuscule. Les attributs commencent par des majuscules. Quand il y a des séparateurs, on commence le mot par le majuscule. C'est quelques règles de nommage très basiques. Mais ça, c'est l'origine de pas mal d'erreurs. Alors ça, c'est pour le code Java. Mais après, bon, il y a par exemple les packages. Regardez les packages. Est-ce que vous allez trouver dans un package des majuscules? Non. Aucune majuscule dans le nom du package. Les packages toujours en minuscules. S'il y a des séparateurs, vous les séparez par des points. Dans le package, on ne met pas des tirets. On ne met pas de underscore. Du coup, c'est des règles de nommage. Donc, en résumé, si vous voulez régler... Rappelez-vous bien, les minuscules, plutôt les packages, toujours en minuscules. Les variables, on commence toujours par une minuscule. Les classes et les interfaces, on commence toujours par une majuscule. Alors, c'est les règles de nommage, ils sont faites pour être... Parce que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'habitude de respecter les règles de nommage, même si tu n'utilises pas de framework, tu ne vas pas le respecter si tu utilises les frameworks. C'est-à-dire, dès que vous commencez à créer vos premières classes Java, c'est là ça. Allez, tu vois, parce que je te dis, parce que si vous achetez, les entreprises achètent un outil qui s'appelle Sonar qui coûte trop cher, et bien Sonar, à chaque fois que vous faites un commit, votre code il arrive vers Sonar, Sonar il va faire l'audit du code, et après il vous génère des rapports. Et bien il vous dit, voilà, respectez les commentaires, comment on écrit les commentaires. Donc tout ça, ben, peut-être un jour on va s'arrêter sur la qualité du commentaire, comment faire les tests unitaires. Il y a pas mal de choses. On va s'y arrêter une fois, mais il faut d'abord qu'on avance un peu sur les éléments techniques. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Moi, en tout cas, mes batteries... Oui, il y a toujours des questions quand les batteries sont faibles. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, pour moi, ce n'est pas une question, c'est juste pour vous demander, histoire de, si, par exemple, pour nous, le dimanche à venir, ça sera une fête. Si ce dimanche, on fera un cours. Le dimanche? Oui, ça sera la Pâque. Oui, le dimanche prochain, c'est ça? Oui, le dimanche
Le dimanche qui vient. Oui, Prochain, mais oui. en fait, comme les cours sont enregistrés, donc voilà, donc je vous ai expliqué un peu comment ça se passe. Et du coup, donc, nous, on gère les contraintes. Ok. Pour le moment, c'est très difficile d'éviter les cours le dimanche. Pourquoi? Parce qu'on s'approche de la fin d'année et il y a des cours qu'on doit terminer maintenant parce qu'il y a d'autres cours qui vont commencer comme les statistiques, comme les bases de l'intelligence artificielle. Et du coup, donc, il y a des cours qu'il faut qu'on termine. Et pour vous, si vous ratez des cours, c'est pas grave, mais vous regardez Classroom, vous allez trouver l'enregistrement, donc il n'y a pas de souci. Ok, ça marche, merci. Il n'y a pas de souci. Voilà, bonne soirée et bonne journée, bon week-end, bon dimanche. Surtout pour ceux qui sont là. Allez.